Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Petit brief express en attendant toujours le brief annuel que je vais essayer d'enregistrer, je pense, cet après-midi. Si les conditions de luminosité sont suffisantes pour un enregistrement vidéo, donc ça dépendra du temps plus que de ma volonté. Ceci dit, parlons direct marché. Donc il y a pas mal de choses intéressantes. Bon, une semaine, on va dire, pas très intéressante, hormis le NFP vendredi. Donc comme toujours, sur ce genre de semaine, le grand classique, hein, c'est de venir faire de la volatilité le jour précédent et d'enfoncer un support ou une résistance avec le NFP. On va voir si ça pourrait nous permettre de le faire. Moi, personnellement, je note toujours qu'on avait un sentiment des professionnels en très net repli ces dernières semaines avec des prix qui restent scotchés là-haut. Hein. Vous avez vu que le S&P, ça n'a pas bougé alors que le sentiment est retombé à 50. Et encore une fois, on part de 90. Hein. C'est juste de dire de 90 retour à 50. Normalement, ça doit se voir sur les prix. Ça se voit, en tout cas ça commence à se voir tout doucement hier, mais encore une fois, attention, le problème c'est qu'à ce niveau-là, il y a carrément une divergence entre l'indicateur de sentiment et le prix. Donc là, il peut se produire ici l'effet ciseau inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de ça, on peut rebondir ici et voir le rebond sur les prix se mettre en place. Ce qui m'invite toujours à être très prudent avec les phases de baisse à Wall Street. On ne tient pas les clôtures en bas, etc. Ça montre bien que les vendeurs sont quand même assez fragiles et à mon avis sont dans le même état d'esprit que je le suis actuellement, à savoir on est couvert parce qu'on s'attend éventuellement à un effet extérieur volatile, imprévisible, autrement dit une grosse séance à -4 que si tu l'as pas prévu dans ta gestion, bah, tu peux pas vendre après la clôture parce que c'est trop tard, enfin c'est déjà trop bas. Donc voilà, je pense que c'est exactement cette posture-là qu'ont les autres gérants en ce moment, à savoir on est couvert parce qu'on voit pas de potentiel haussier, mais clairement on peut pas passer vendeur parce que c'est impossible de vendre un marché qui veut pas baisser. Par contre, et c'est là où ça devient assez intéressant, c'est qu'on a une vraie dichotomie entre le sentiment des particuliers et le sentiment des professionnels. À savoir, les professionnels, ça se dégrade et ça se maintient sur des niveaux dégradés, hein, on est vraiment à la neutralité, là où les particuliers sont en train de se chauffer la bite à l'achat, et c'est exactement ce que je vous avais dit, je pensais qu'ils allaient faire exactement l'inverse du marché, à savoir, ils sont en train de se mettre à l'achat et on sort de cette structure de compression sur, on va dire, l'exposition nette des particuliers. Il n'y a pas encore le croisement ici au niveau de l'oscillateur, mais clairement, ça commence, à mon avis, à devenir intéressant. Ça veut dire qu'on est toujours en net short, d'accord? On est à 45% d'acheteurs pour, du coup, 55% de vendeurs. Ok, et ici en termes de volume d'échange, ils sont toujours très nettement sur des positions, enfin très nettement, très légèrement sur des positions vendeuses. Donc on va voir, mais si ce mouvement venait à se poursuivre, c'est-à-dire si aujourd'hui on continue de vendre Wall Street, que les particuliers continuent d'acheter, on va clairement continuer dans cette dynamique-là, franchir la barre des 50, et enfin, je le pense, avoir ce que je cherche depuis putain de longtemps, le croisement, c'est-à-dire des particuliers qui se mettent à l'achat d'un marché qui baisse. Et à ce niveau-là, ça ne fera, à mon sens, qu'alimenter la dégradation du sentiment chez les professionnels. Et je vous donne mon avis comme ça, mais je vois bien cette structure-là se mettre en place sur le sentiment des professionnels. Autrement dit, eux, ils font systématiquement l'inverse de ce que font les particuliers. Et ils sont capables d'aller chercher des niveaux d'extrême fear comme des niveaux d'extrême grid. Moi, il est clair que pour la gestion moyen terme, et on en parlera dans l'émission annuelle, je chercherai un timing de survente et de panique boursière dans le sentiment des particuliers, enfin des professionnels, avec évidemment des particuliers complètement à l'achat, qui n'en peuvent plus et qui cherchent le dip d'un marché qui va probablement se taper à -20, -25 par rapport au sommet. Bon, ça, on en reparlera bien entendu. Voilà, ça c'est pour le sentiment. Donc notez que jeudi, je m'attends à quelque chose, mais aujourd'hui, pas spécialement. Je pense qu'on va plutôt essayer de rester dans les différents ranges que nous allons matérialiser. Donc sur le S&P, bah, c'est clair. Pour moi, le range, il est très très visible. Après l'échec en sortie de notre biseau, rappelle biseau qui était là comme ça, dont on avait fait une très belle sortie et on pouvait travailler une petite réintégration ici, mais il fallait pas faire ça derrière. Hein, voilà, ça c'est juste derrière, fausse sortie, piège pour les vendeurs, chassage de stop loss. Et voilà. Par contre, hier, ce qu'on voit, c'est que derrière, ici, on aurait pu profiter du coup du piège vendeur pour pousser. Hein, c'était tout à fait possible. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, dès que ça pousse, bam, repli, c'est reparti dans l'autre sens. Autrement dit, on piège tout le monde. Donc là, il y a piège vendeur, piège acheteur. Et bien, autant vous dire que jusqu'à nouvel ordre, il vaut mieux arrêter de se poser trop de questions et penser comme ça. C'est-à-dire, mettez vos ratios risque-rendement. Commencez à vous dire que quand on a un piège dans un range,
Ok, c'est pas très grave. Quand on en a deux et que ça n'accélère pas derrière, c'est qu'il n'y a pas de tendance. Enfin, c'est vraiment que s'il y avait une tendance haussière forte et installée, clairement, on n'aurait eu aucun mal à s'installer au-dessus de ce canal. Après avoir piégé les bears, on aurait pu sans problème franchir des résistances. Maintenant, 37,50, rappelez-vous, c'est quand même un énorme niveau, c'est notre target du break. C'est-à-dire que quand on a breaké ici, d'accord, le ratio 1 pour 1 se trouve là. Et comme j'ai dit, s'il y a réellement tendance, on va s'installer au-dessus. Et ce dont je doute personnellement assez fortement. Ce qui m'invite à penser qu'ici, on va avoir des replis assez sensibles et revenir tester les anciennes troisième bornes de range. Maintenant, quand c'est toute la question. Comme on a terminé l'année au sommet, rappelez-vous ce que je vous ai dit, ne soyez pas trop pessimiste et surtout ne demandez pas nécessairement beaucoup de volatilité. Historiquement parlant, quand on clôture les années au plus haut, on a plutôt tendance à commencer l'année sur une note sans volatilité. Donc le pic de vol d'hier, clairement, il est là. Mais quand on regarde le VIX, est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter? Franchement, en soi, c'est des supports ascendants et des résistances descendantes. Donc il ne faut pas non plus trop se chauffer. Et encore une fois, regardez où s'arrête le pic de volatilité hier. C'est mécaniquement dangereux, mais c'est comme ça. La volatilité aujourd'hui est tradée en elle-même et c'est elle qui drive. Rappelez-vous, c'est le chat qui remue la queue. C'est-à-dire que le S&P hier, il ne s'arrête pas n'importe où. Il s'arrête juste quand la volatilité atteint une résistance, une trendline. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est simple, les particuliers achètent et la smart money, elle fait plus rien. Donc à ce niveau-là, je ne pense pas que la smart money va laisser le marché monter, puisqu'elle a son sentiment qui se dégrade, mais par contre, elle ne va pas laisser le marché baisser en ligne droite non plus. Elle va juste arrêter de vendre, laisser les particuliers acheter un peu, s'euphoriser, renfoncer les mêmes niveaux dans quelques jours, et ainsi de suite. Donc moi, à mon avis, on n'en a pas fini avec ce schéma de compression de la volatilité en ce début d'année. Et c'est seulement quand on aura une sortie haussière de cette compression, et je parie clairement beaucoup plus sur la sortie haussière que baissière pour l'instant, mais évidemment tout ça sera dépendant des signaux, c'est-à-dire que si effectivement c'est l'inverse et qu'on venait à rompre la ligne de support, là ce sera une autre histoire. Et clairement, comme on l'a dit, dans ce cas-là, on aura un marché encore moins volatile qui se dirigera timidement vers la zone des 16. Mais clairement, le pic de vol hier m'invite à penser qu'on va se maintenir au-dessus des 20, mais qu'on ne va pas franchement péter les 30 avant un bon moment. Donc, en tout cas, il faudra un catalyseur externe. Et pourtant, c'est encore une fois pas ce qui manque. Hier, on a l'annonce d'un reconfinement total en Grande-Bretagne. C'est pas bien bandant, puisque, bon, clairement, on va pas se mentir, on est un peu les suivants sur la liste. En tout cas, les marchés maintenant commencent à s'attendre à ce que d'autres pays en Europe reviennent sur des confinements un petit peu plus stricts. Donc on va faire attention à ça, bien entendu. Donc pour le marché hier, clairement, ce n'est pas un signal de baisse. Il n'y a qu'à regarder la tronche du S&P 500. Pour moi, la bougie journalière hier, ce n'est pas une alerte au bearishness, c'est plutôt de dire on se détend, on voit bien le canal chartiste dans lequel le marché a envie de s'enfermer, donc restons tranquilles. Voilà. Je m'attends à ce que pour l'instant, la volatilité soit plutôt comprimée. Et entre guillemets, comme je dis, on fait un vieux triangle sur le VIX. Comme de toute façon, c'est impression monétaire à gogo, ça donnera probablement un léger truc ascendant sur les prix. Et puis évidemment, derrière, on attend, je pense, le moment où un catalyseur externe catalysera, à mon avis, la rupture de cette structure. Mais encore une fois, un canal peut durer longtemps. C'est là toute la dangerosité de trader dans ces trucs-là. Parce que normalement, le marché n'est pas supposé être prévisible, mais dans un canal, en soi, on peut prévoir. Parce que tant qu'on reste dans le canal, on peut y rester longtemps. Donc c'est un peu, j'ai envie de dire, une sorte d'état stable, instable du marché, mais dans lequel, encore une fois, votre impatience peut être mise à très rude épreuve. Donc pour ce début d'année, la première condition pour un trading efficace, c'est soit d'éviter de trader ça si vous êtes débutant et très soumis à vos biais d'impatience, soit d'avoir conscience de ces derniers et de vous rendre compte que l'ensemble des signaux techniques, même si on a des signaux de vente hier, ne sont pas alarmants et restent ancrés dans un contexte sans volatilité. Autrement dit, ce n'est pas le moment de sortir la bite à l'air et c'est pas le moment de sortir le couteau pour demander du sang tous les 4 matins. Mais bien de comprendre que les marchés sont inintéressants et surtout très dangereux. N'en témoigne encore une fois que ceux qui se sont fait démonter hier restent encore sur des schémas haussiers. Attention, ça pourrait clairement se dégrader, mais pour l'instant, il n'y a pas de volonté vraiment baissière qui s'installe. Voilà. Donc, clairement, je les surveille encore une fois, ces actifs-là, mais restez prudents. Passer aujourd'hui hyper vendeur des actions américaines, ça me semble encore un peu prématuré, même si je vous assure que je sens bien que la zone des 37,50, elle va nous bloquer un long moment, cette zone de target de nos breakouts. Ok? Donc, doucement, mais il me semble bien clairement qu'ici on arrive sur un plafond de verre, qu'on va clairement retâter des supports d'ici pas longtemps et que je me pose la question de savoir s'ils vont tenir, parce qu'encore une fois, si ça c'est un excès final,
on ne tiendra pas le support de la troisième borne. Hein. Ce sera réintégré et puis on reviendra chercher ceux-là de support, et voire même plus bas si on a des catalyseurs. Mais il faut bien vous rendre compte que le marché, c'est un escalier. Là, le prochain escalier, c'est l'ancienne troisième borne de range. C'est-à-dire que c'est clairement le prochain niveau qu'on reviendra tester en tant que support, quand on arrivera à rompre ce canal. Évidemment, si on arrive à maintenir le canal suffisamment longtemps pour installer la valeur au-dessus des zones de target, ça changera la donne. Mais moi, à mon sens, ici, un pullback vers cette zone-là est quasi inévitable pour prouver que ce marché est toujours haussier. S'il l'est toujours, bien entendu, ce qui n'est absolument pas une garantie. Si ce niveau-là ne tient pas, clairement, le niveau suivant, c'est l'ancien support, et à mon avis, à 3002, il n'y a pas grand monde non plus qui va acheter. Mais on a des moyennes haussières, etc. Et si jamais ça ne tient pas ici, eh ben, il y a un troisième niveau, beaucoup plus bas, là où on retrouve les contextes, et là où il me semble que, par contre, les acheteurs pourront se présenter sans aucun problème. Voilà un peu pour le cadrage du marché action. On en reparlera sur des UT plus longues dans l'émission annuelle. Mais en tout cas, à mon avis, pour les prochaines semaines, voire peut-être même les prochains mois, ça va être mon cadrage personnel. Tant qu'on est dans le canal, je ne fais plus rien. Si on sort par le bas du canal, j'entamerai des positions vendeuses. Mais pour l'instant, je reste simplement sur des positions vendeuses de couverture, c'est-à-dire pas d'exposition nette vendeuse à ce marché. Voilà pour les actions. Le Forex, pareil, je garde ça pour le cadrage annuel parce qu'encore une fois, il faudra surtout faire du swing cette année sur les marchés Forex et que ça va pas être facile puisqu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de trades. Il n'y en aura peut-être que 3 dans toute l'année et encore, c'est si je suis généreux. Le marché action américain en termes d'action, comme je vous dis, il est pour moi toujours en range. Il refuse les cassures haussières de ces ranges, mais il n'a pas encore cassé le bas. Donc attention à pas non plus anticiper. Hein. Un frein à la cassure d'une résistance ne veut pas dire qu'on va immédiatement démonter tous les supports. Ça veut dire que par contre les supports de ces actions-là me semblent clairement à risque, mais encore faut-il aller les chercher. Et pour l'instant, on est plutôt en train d'osciller entre les deux. Donc prudence, c'est inquiétant sur ce secteur-là, et ça pèse lourd là-haut, mais encore une fois, attention à la volatilité qui montre pour l'instant pas du tout une volonté de s'apprécier. Allez, là où ça devient intéressant, c'est sur nos potes, les cryptocurrencies. Là où, alors clairement, joli sandwich de répartition des capitaux. Tout le monde commence à se réorienter à la hausse, même le Stellar qui était quand même assez mal barré. Mais clairement, on voit bien que Pot Ripple, lui, il respire toujours pas. C'est l'agonie pour ceux qui se mettent à l'achat dans ces types de marchés-là. Bien entendu. Et ici, donc toujours pareil, comme on le voit, hein, c'est le seul qui est en train de faire sa dégringolade. Tout le monde remonte, même IOTA s'offre quelques petits achats. Bon voilà, maintenant, qu'on soit bien d'accord, il y en a qui ne montent pas, genre EOS, et ça m'invite à pas être trop au boule sur ce genre de truc. Bon, BNB, mais lui, il a son propre modèle inflationniste, enfin déflationniste du coup. Donc voilà, la grosse surprise, c'est évidemment la forte poussée sur Ethereum. Mon TP, je me pose de plus en plus la question de savoir si il ne faut pas d'ores et déjà le racheter pour reprendre la tendance haussière, parce que franchement, quand je vois la gueule du triangle potentiel qui est en cours, je me dis qu'il n'y a pas le moindre vendeur et que ma zone de gestion du risque à 960, il n'y a pas grand monde qui se presse à la porte de sortie, même bien au contraire, il y a toujours beaucoup d'acheteurs, donc j'ai plutôt l'impression que ce soit en termes de volatilité ou comme je vous dis ici en termes de canaux, mais à court terme, là, Ethereum, ça a tellement bourré qu'il n'y a que la volatilité qui vous permet de voir le marché. Hein. Là, si vous mettez vos canaux, on va voir le range, je pense quand même. De toute façon, pour moi, c'est vraiment... Voilà. Bon, en plus, c'est pile poil ce que je vous avais dit hier. J'ai dit, j'aimerais bien qu'on renverse les contextes. Comme ça, on pourra sans problème avoir... Alors, j'aimerais bien qu'on renverse celui-là aussi. Comme ça, on aura un joli contexte vendeur ici qui nous donnera une zone de breakout pour reprendre le sens de la tendance. Hein, le grand classico, rappelez-vous, la rupture de la troisième borne de range et la sortie du range, c'est clairement du suivi de tendance à condition qu'il y ait une tendance sur 2 UT supérieures. Et si vous regardez le 4 heures, clairement, à mon sens, il y a tout qui nous invite à penser qu'il y a une tendance et que son breakout s'est initié sur la zone des 730, hein, puisqu'on voit bien que c'était plutôt range avant, il n'y a pas vraiment d'accélération ici. Et là, on sent bien la structure qui peut partir en vague 5 étendue. Autrement dit, pour moi, il y a de la place pour aller éventuellement chercher au maximum le sommet historique d'Ethereum. Rappelez-vous, la zone du Bitcoin, celle qu'on traitait en spéculatif, c'est celle où j'ai fait une gestion du risque spéculative, avec des ventes à découvert, qui n'ont pas du tout marché d'ailleurs, c'était la zone des 20
24-26 000. Hein. Bah, l'équivalent pour Ethereum, ce serait 1800-1900. Maintenant, bon, ça me paraît loin à atteindre dans cette vague-là, mais pourquoi pas. En tout cas, moi, je pense que là, Ethereum commence à vouloir titiller son sommet historique. Tant que ce flux haussier est en place, personnellement, je resterai en faveur de ce scénario-là. Maintenant, si on devait avoir une sortie baissière du triangle, là, clairement, ça marquera le point d'arrêt et très probablement l'entrée dans une phase de range. Les deux sont probables, puisqu'évidemment, Bitcoin, pour moi, a trouvé un sommet assez intermédiaire et risque de bloquer pendant un bon moment. Mais comme on a un ETH-BTC hyper bull, c'est tout à fait possible qu'Ethereum trace son propre chemin. Encore une fois, pour moi, le lien entre Bitcoin et Ethereum, ça ne dépend que de la sensibilité des investisseurs à deux pôles qui n'ont, pour mon sens, à mon avis, plus rien à voir l'un avec l'autre. Pour moi, Ethereum, c'est de la croissance organique, de la croissance par de la demande et l'utilisation d'une blockchain, comparé à côté un aspect refuge qui est plutôt recherché pour un actif de sécurité maximale dans lequel la blockchain n'est pas craquable sauf si vous en détenez 51% et ça n'arrivera jamais étant donné le prix du coin aujourd'hui. Donc ça devient très compliqué évidemment et Bitcoin est perçu, même les grandes banques le disent, comme l'actif crypto le plus sécuritaire qui gérera probablement, je vous le dis encore une fois, son aspect refuge plus qu'un aspect derrière de crypto-devises utilisées en mainstream et par la masse de la populace. Donc clairement, ça pour moi, c'est plutôt l'adoption de masse, éventuellement un cycle futuriste dans lequel on est bien trop loin, à mon avis, pour actuellement se préjuger de ça. Mais évidemment, aujourd'hui, le cycle, c'est pricer le Bitcoin correctement comme un actif refuge. Et ça, encore une fois, je vous ai fait l'émission, c'est à mon avis par rapport au gold que la comparaison aussi imprécise soit-elle, et semble-t-il la plus rationnelle. Et comme on l'a vu, il y a de la putain de place pour que Bitcoin continue son ascension dans un contexte évidemment d'impression monétaire, nos limites. Je vois difficilement comment ces tendances s'arrêteront. Maintenant, une tendance, elle doit constituer des ranges pour proposer des opportunités en suivi de tendance, surtout quand on a eu des décollages un petit peu paraboliques comme Bitcoin et même d'ailleurs comme Ethereum dernièrement. Donc ça respire, c'est pas du tout une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Apprenez à rester patient, apprenez à rester résilient surtout, et appliquez vos putains de stratégies. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Attention quand même à la dominance BTC, qui va se rapprocher bientôt d'un petit support, ce qui m'invite clairement à juger de la réaction, comme BTC dominance, ça devient de plus en plus ETH BTC, hein. Enfin en tout cas ça en est très proche, donc on va faire attention quand même à cette zone-là, regardez ce qui se passe sur Ethereum et l'effet que ça a sur les autres petites, même si pour ma part, encore une fois, il y a une place de dingue sur Cardano, Stellar, ça commence à peine à décoller, il y a de la place, Ripple pourrait nous faire une surprise, bon après je ne vais pas spéculer trop là-dessus, n'achetez pas du Ripple en vous disant c'est bon ça va remonter alt season, hein. Et je vous rappelle qu'en termes de alt season, va déjà falloir bien matérialiser ce sommet qui du coup au final semble pour l'instant se matérialiser en double top, mais il va falloir me constituer un support et le casser, hein, parce que tant qu'il n'y a pas de cassure de support, on ne peut pas valider ça comme une résistance. Maintenant, si on a un double top, en soi, c'est juste que ça m'aura pété les couilles qu'on aille jusque-là, alors que moi, je spéculais à la vente dans ma zone rouge, hein, qui était la zone de ratio risque-rendement, okay, optimale, mais ça veut juste dire qu'on va chercher un double top. Mais encore une fois, c'est juste le meilleur moyen de faire la même chose, juste de le faire différemment, hein. Regardez, résistance, support, double top, c'est quoi l'objectif? Report de l'amplitude, ça nous amène où? Dans la même zone. Voilà, bon, donc c'est simplement pour dire que ça ne contredit absolument pas l'alt season, ce qu'on a vu ici, mais par contre, je veux voir le marché réintégrer la zone rouge, et simplement quand on arrivera à s'en extraire par le bas, c'est-à-dire quand la dominance arrivera à briser le niveau des 65, que pour ma part, je constituerai l'entrée en levier sur les altcoins. Pour l'instant, c'est pas possible de trader en levier sur les altcoins, j'espère que vous l'avez compris. Il n'y en a aucun qui est en tendance, alors Ethereum, il en a bien envie, et clairement le breakout en 4 heures, tant qu'il tient, je le présume, de la probabilité d'existence d'une tendance, mais c'est une probabilité. C'est pas du tout franchissement de résistance et installation de signaux tendanciels comme on a sur le Bitcoin. Ethereum, pour moi, il est en retard. Toute cette question qu'on voit bien sur le thématique de la dominance. On voit bien que la dominance, elle a mis un gros cran d'avance sur Bitcoin. La question étant maintenant, est-ce que Bitcoin va garder un lead et un leadership que les autres n'arriveront pas à suivre, ou bien clairement, est-ce qu'il est allé trop loin et maintenant il va falloir distiller les gains chez les copains. Et évidemment, à ce niveau-là, la dominance et l'alt season n'interviendront, comme on l'a dit, que dans un second temps. Et rappelez-vous des notions temporelles. Je trace des vagues, mais je ne veux pas dire ça, on va arriver là à la mi-2021. Mais bien de dire, encore une fois, on peut prendre beaucoup plus de temps que ça. Et je vais même vous le dire, la structure double top, généralement, prend même encore plus de temps. Parce qu'à ce stade-là, ce qu'on risque d'avoir, c'est effectivement un range assez durable ici, dont la rupture baissière, par contre, catalysera derrière une accélération assez brutale.
Donc, il est possible qu'on passe maintenant pas mal de temps avec une dominance qui va osciller grosso merdo, on va dire, justement autour de ces 65. Donc attention encore une fois à pas faire d'arbitrage trop sensible sur de l'ETH BTC, mais rester sur des arbitrages marginaux, intéressants quand même, parce qu'en termes de valeur, je pense que par moment, comme là, la grosse chute, c'était clairement intéressant de prendre des bitcoins pour les mettre en Ethereum. Alors il y en a plein évidemment encore qui ont dit que j'avais fait n'importe quoi, bon bah vous en avez la preuve que non, hein, pour le coup, même avec mon prix d'entrée qui était clairement tout merdique, c'est vous dire que ça a quand même très bien fonctionné, hein, voilà. Donc à ce stade-là, j'ai pas de regret sur ce trade-là. Maintenant, je pense que son objectif est bien plus lointain que ça. Mais pour l'arbitrage de court terme, ce qui était là juste pour la phase d'accélération, clairement, vous avez pris le breakout Ethereum. C'est pas le moment de maintenir ce genre de trade trop longtemps, hein. Voilà. C'est à peu près tout. Allez, je me arrête là. WTI quand même en surveillance, toujours pareil, mais uniquement pour les expérimenter. Et la mèche haute d'hier ne suffit pas parce qu'elle ne signale pas en daily. Maintenant, je me pose clairement la question de savoir pourquoi Momentum n'a pas signalé, parce que là, j'avoue, je ne comprends pas trop. Mais voilà, on va travailler tranquillou dans cette zone-là. Attention, on est dans les contextes du T supérieur, hein, voilà. Donc, c'est vraiment pour les débutants. Vous attendez clairement qu'on ait retapé au moins le canal de tendance daily pour chercher les troisièmes bornes de range. Mais restez sage, hein, voilà. Mais pour moi, on a bien la fin d'une vague motive haussière, donc un système de correction devrait arriver et devrait, en toute logique, nous proposer une troisième borne de range intéressante. Mais rappelez-vous, on est donc contre le flux majeur qui est à l'achat, donc c'est pas le moment là non plus de sortir des grosses tailles de position pour devenir millionnaire. Clairement, viser ce genre de truc, hein, mais en version un petit peu plus profonde et un petit peu plus longue. Voilà, moi je m'attends clairement à ce genre de machin-là, mais c'est tout, hein. Je vise clairement difficilement plus que ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai comme plan à vous proposer pour l'instant. L'euro-dollar, putain, restez tranquille s'il vous plaît. Je sais que vous avez envie de vendre le dollar, mais putain, on est début janvier. C'est une nouvelle année qui commence et on a clôturé tout en haut sur l'euro-dollar. Je vous montre la bougie annuelle. Oula, putain, c'est le foutoir. Voilà, je vous montre la bougie annuelle de l'euro-dollar. Avalement haussier, clôture annuelle la plus haute depuis 2013. Et là, qu'est-ce que je vois? Des gens, ah, le dollar, c'est trop fort, c'est trop machin, enfin, le dollar est trop faible, ça va forcément consolider. Je veux pas être méchant les cocos, mais si au 31 décembre 2021 on clôturait à 1,40 sur l'euro-dollar, je ne serais pas surpris. Donc, faites pas les malins, c'est typiquement le genre de bougie où on peut acheter dès le 1er janvier et il n'y aura jamais de vente sur l'euro-dollar. Donc, faites pas trop les cons. Je n'achèterai pas clairement l'euro-dollar tout de suite. Moi aussi, je présume plutôt d'un range, mais je vous invite encore une fois à faire gaffe. Ok ? Momentum est en squeeze et vous savez que voilà, c'est une zone de prix qui a été fortement travaillée. C'est vraiment la zone médiane. C'est clairement une zone où il peut y avoir des ruptures de prix assez sensibles. Donc, encore une fois, faites attention, entre le trading et le pari, la frontière peut être un peu mince quand on est un peu débutant. Donc ne pariez pas sur le rebond du dollar, qui encore une fois n'a aucune raison de rebondir techniquement parlant, mais qui n'a, enfin fondamentalement parlant, mais n'a que des raisons techniques de rebondir. Donc on fait attention à ces rebonds techniques que tout le monde attend, parce que c'est souvent le meilleur moyen, où tout le monde se met à la vente de l'euro-dollar, et lui, il ne fait que continuer gentiment. Ok ? Donc voilà un peu pour ma part. Plutôt de dire si les baisses devaient se mettre en place sur l'euro-dollar, c'est plutôt de racheter des supports qui m'intéressent, moi, que d'essayer de se mettre contre un flux qui, encore une fois, pour moi, est la légitime contrepartie des stupido-bêtises qu'on a eues pendant plusieurs années avant. Et surtout sur toute l'année 2020 qui a été quand même, encore une fois, toute l'année 2019 qui a été une énorme connerie. Sur l'euro-dollar. Donc voilà, hein, on paye les pots cassés aujourd'hui, et rappelez-vous, à l'époque, je vous avais dit qu'on les paierait, donc c'est pas le moment aujourd'hui de changer de fusil d'épaule. Allez, on s'arrête là. Bonne journée à toutes et à tous, et j'essaie d'enregistrer cet après-midi plus en détail tout ça.